Bonjour Bernard, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour Bernard, vous semblez très loin. Eh bien, vous aussi, Thierry, vous me semblez très loin. J'ai un peu du mal à vous entendre. Vous m'entendez mieux là? Écoutez, moi je vous entends en tout cas, voilà. Bon, Allez, c'est déjà une bonne chose. allez, on va baisser alors le son pour essayer de vous avoir d'une qualité supérieure. Voilà. Parlons patrimoine. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quels sont vos invités? Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes avec beaucoup de gens différents. Bien sûr, on aura toujours nos mousquetaires. David est là, Maël est là. On aura Sébastien Cosson et Grégoire Linder qui seront nos spécialistes du non-côté, qui nous ont promis plein de surprises et plein d'explications. Bruno est revenu nous voir parce qu'on l'a un peu coupé. On est allé un peu trop vite la semaine dernière. Il avait encore plein de choses à nous dire, les unes plus intéressantes que les autres. Et donc, Bruno est de retour et il est déjà là. Merci Bruno d'être là avec nous dès le début de l'émission. Et il continuera à nous parler de ses convictions. Ce qui tombe très bien aujourd'hui parce que les marchés ne se sont pas très bien comportés aujourd'hui. Voilà. Oui, j'ai lu, on a tous reçu des messages d'alerte ce matin en disant oh, les bourses sont en train de réagir fortement. Alors justement, peut-être vous allez pouvoir nous en parler parce que vous êtes entouré de ces spécialistes. Alors je vous laisse la parole Bernard et je vous laisse animer cette belle émission sur la French Radio. Merci Thierry. David, Maël et moi sommes heureux de vous retrouver dans cette émission. Nous parlerons comme toujours de sujets variés. David Calfron commencera par nous faire un point sur les marchés financiers. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Olivier Duverdier, investisseur et multi-entrepreneur, qui viendra nous parler de son dernier né. Sébastien Cosson, qu'on ne présente plus aujourd'hui, d'Entrepreneur Invest, nous parlera comme chaque fois du non-côté. Maître Antoine Ravel d'Esclavon, expert et enseignant en gestion de patrimoine, nous expliquera l'alpha et l'oméga de la clause démembrée du contrat d'assurance. Grégoire Linder de Reiser nous parlera d'un nouveau projet. Bruno Zarea de Ginger reviendra sur son fond, sa méthode et ses convictions. Et Marc Toiti clôturera l'émission avec sa chronique économique. Mais avant tout, je voudrais revenir sur la nouvelle donation initiée par le gouvernement. Un vrai sujet patrimonial. À la suite du programme d'aide massive pendant le confinement, le gouvernement s'est rendu compte qu'une bonne partie des aides étaient parties directement dans l'épargne. Eh oui, nous sommes des fourmis. Nous avons inventé la fable La cigale et la fourmi, mais nous sommes définitivement des fourmis. Or, il s'avère comme toujours qu'une bonne partie de la croissance repose sur la consommation, qui est un de ses moteurs. L'idée était en conséquence de permettre à des gens qui consomment peu de donner à des gens qui consomment plus, en fléchant, comme d'habitude, la dépense. Et pour cela, ils nous ont pondu le 790A bis du Code général des impôts. Cet article prévoit que les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut un neveu et nièce, c'est assez classique maintenant, seront exonérés de droits de mutation, avec bien entendu des conditions. Il faut rester dans la limite de 100 000 euros, qui se rajoute à la limite de 100 000 euros qui existe déjà. Ça ne vient pas en remplacement, c'est bien quelque chose de supplémentaire. Et il y a des conditions d'affectation par le donataire. Et ces conditions d'affectation sont assez rapides. Là, on voit la patte de Macron qui est issue de la banque et qui veut traiter les sujets vite et rapidement. C'est-à-dire que si vous donnez aujourd'hui, le donataire a 3 mois pour affecter la somme, soit à une création ou au développement d'une petite entreprise de moins de 50 salariés, sous réserve de respecter certaines conditions, bien sûr, au financement de travaux d'économie d'énergie dans sa résidence principale, ou voire même à la construction de sa résidence principale. Et je tiens à rajouter que la limite de 100 000 euros joue et pour le donateur et pour le donataire. Donc, même si on a la chance d'avoir un père et une mère capables de donner, ils ne pourront pas chacun des deux donner 100 000 euros au même enfant. Ils pourront chacun donner 50 000 ou un éventuellement 100 000 à un enfant et l'autre 100 000 à un autre enfant. Mais la limite joue bien pour les deux. Cette donation ne pourra pas se cumuler avec d'autres qui existent déjà dans la création d'entreprises ou dans la construction. Dans la construction, ça concerne surtout les dom-tom, où il y a des aides à la construction, et ils ne pourront pas la cumuler avec la donation. Ici, en métropole, on n'a pas d'aide à la construction. On a des prêts, mais pas d'aide directe à la construction. Et ce dispositif est temporaire. Là encore, le gouvernement veut mettre une pression, agir vite, et pousser les gens à agir vite
pour essayer de retrouver des points de croissance le plus rapidement possible. Pour l'instant, sauf si ça sera prorogé, c'est jusqu'au 30 juin 2021. Donc le conseil, c'est pour ceux qui peuvent avoir un intérêt à ça, c'est d'abord de se renseigner très vite et ensuite de prendre le temps de réfléchir comme toujours et d'agir. On est à votre disposition à la French Radio pour vous aider à réfléchir sur le sujet ou répondre à certaines questions. Comme d'habitude, vous envoyez la question par mail et on y répondra avec plaisir et le plus rapidement possible. Voilà, j'ai fini mon introduction. Je passe maintenant la parole à David pour son point sur les marchés financiers. Bonsoir David. Bonsoir Bernard, et effectivement une journée bien compliquée. On avait eu 2 semaines pendant lesquelles les marchés européens s'étaient plutôt bien tenus. Il y avait une légère progression. Alors ça m'arrangeait bien parce qu'il y a 2 semaines, Bernard, quand vous m'avez interrogé, je vous avais dit que bon, pour le moment, il n'y avait pas grand-chose à redouter sur les marchés financiers. Et les marchés européens m'ont donné raison jusqu'à ce matin. Et effectivement, ce matin, c'était avis de gros vent. L'avis, il n'était que pour 2 semaines. Alors, exactement. Merci pour cette indulgence. Alors, pourquoi des chutes aussi fortes? Parce que globalement, en Europe, les actions ont baissé d'à peu près un peu moins de 4% de baisse. Donc, c'est une grosse variation. Et aux États-Unis, on est entre moins 2 et moins 3% selon les indices que l'on regarde. Mais là aussi, ce sont des mouvements assez significatifs qu'on n'avait pas vus depuis le mois de juin dernier. Et globalement, les indices reviennent sur les niveaux qu'ils avaient au début de l'été. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est bien entendu toujours cette pandémie qui ne nous quitte pas et ce virus qui ne nous quitte pas et toujours des inquiétudes. On est en train de parler de reconfinement. Donc, on sait bien qu'Israël a déjà reconfiné. On a maintenant l'Espagne avec Madrid, la ville de Madrid, qui va avoir des restrictions de circulation pour certains quartiers de la ville. En Angleterre, ce n'est plus un tabou également. On parle de reconfinement partiel, total, etc. Donc, tout cela pèse véritablement sur l'ambiance. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est assez significatif. Le deuxième point, comme si ce premier ne suffisait pas, c'est le secteur des banques. Je ne sais pas si vous avez été réveillé par les radios d'information ce matin qui parlaient de cette enquête d'un syndicat de journalisme, alors, syndicat au sens réunion de journalistes, les mêmes qui ont enquêté sur les Panama Papers. Ceux-là ont enquêté sur les banques et notamment sur la participation des banques au blanchiment d'argent. Alors moi, ça m'a beaucoup intrigué quand j'ai vu ça ce matin. J'ai creusé un petit peu et je me demande si les journalistes n'ont pas été un peu trop vite en besogne, puisque en fait, les journalistes sont juste tombés sur toutes les transactions qui ont été signalées elles-mêmes par les banques. Vous savez que les banques ont une obligation de signaler les transactions qu'elles jugent comme douteuses. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des malversations automatiquement. Ça veut juste dire qu'il y a des doutes sur la finalité de ces opérations et donc une suspicion de blanchiment d'argent. Alors, quand on comprend que ce sont les banques elles-mêmes qui déclarent ces transactions, on peut s'étonner un petit peu de l'émotion que cela a créée. Les dégâts en bourse sont assez significatifs. BNP Paribas, moins 6,3%, Crédit Agricole, moins 5,4%. Les banques qui étaient citées également, c'était Deutsche Bank, JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, et elles ont toutes été très fortement pénalisées. Donc voilà, pour le moment, ambiance un petit peu tous aux abris. Est-ce que pour autant c'est très grave? Pas forcément. Ça s'appelle une correction qui pour le moment est une correction technique. Alors on a toujours nos risques dont on parlait déjà il y a 2 semaines et ce sont des risques qui vont rester avec nous pendant pas mal de temps. Premier risque sur le plan de relance budgétaire aux États-Unis, le deuxième plan de relance, savoir s'il va passer ou non. Alors attention, s'il ne passe pas, tout le monde aura vite compris que ça ne va pas être très bon pour l'économie, mais s'il passe, ce ne sont pas les valeurs qui ont bien performé en bourse ces derniers temps qui risquent d'en bénéficier.
On avait dit que c'était les valeurs de croissance qui avaient bien performé. Si ce plan de relance passe, ce sont plutôt les valeurs cycliques, voire les valeurs décotées qui vont bien se conforter. Et ce n'est pas Bruno Zaraya qui me contredira sur le sujet, mais il nous en parlera plus tard. Voilà pour le moment. Autre risque, bien entendu, les élections aux États-Unis, 29 septembre, premier débat qu'il faudra regarder avec attention. Et bien entendu, tout ce qui concerne la pandémie qu'il va falloir garder à l'œil. Voilà, Merci Bernard. beaucoup, David. Merci pour cette introduction. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité, Olivier Duverdier. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir. Bravo. Ravi de vous avoir parmi nous. Je vais vous présenter. Vous avez commencé dans la finance en fusion-acquisition chez Paribas et PwC. Vous avez ensuite collaboré avec Charles Beigbeder dans la création des sociétés comme Poeo, Audacia et d'autres. Puis retour à vos premiers amours dans le conseil où vous créez votre propre cabinet. Plus précisément dans le conseil immobilier. C'est là que va germer l'idée, si ce n'est de transformer, au moins de faire évoluer le monde de la gestion locative. Il ne restait qu'un pas à faire et vous l'avez fait en créant Caliz. Olivier, nous vous écoutons. Racontez-nous l'histoire de Caliz et dites-nous en plus. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Enchanté d'abord de cette première intervention dans votre média. Effectivement, à la fois comme entrepreneur ayant eu l'occasion de faire quelques opérations de sortie, on a toujours envie de mettre à l'abri une partie de son patrimoine dans des actifs physiques. Donc, ça a été la première expérience avec l'immobilier locatif que j'ai menée depuis quelques années. Et puis, dans ma dernière activité effectivement de conseil en stratégie et en transformation digitale, j'ai accompagné un certain nombre de groupes immobiliers sur l'évolution de leur métier et les difficultés de celles-ci. Le constat qu'on a tiré, il est assez simple. Il réside en plusieurs points. Le premier, c'est que le métier de la gestion locative, donc on s'adresse essentiellement à des propriétaires bailleurs qui donnent en gestion leurs biens immobiliers quand évidemment ils sont à distance de ceux-ci naturellement ou quand ils n'ont pas forcément envie de s'en occuper, pour gérer à la fois la vie de l'actif et puis la relation avec le ou les locataires. On a fait le constat que c'était un métier extrêmement traditionnel où les process étaient extrêmement ennuyeux et extrêmement nombreux. Il y avait assez peu de transparence, un manque de réactivité et une difficulté accrue quand on était multipropriétaire parce qu'une diversité des intervenants, une difficulté à avoir une vision patrimoniale, de mettre en avant, en regard son patrimoine avec des logiques de rentabilité ou des logiques de financement. Et donc finalement, beaucoup de nœuds dans la tête, un désamour pour ce produit assez fabuleux et assez résilient dans des périodes incertaines comme on le vit en ce moment. Et donc, on ne trouvait pas de solution pour répondre à ces problématiques. Quand je dis nous, c'est que je suis associé avec un garçon qui s'appelle Jérémy Girard, qui est un pur produit tech, qui était un fondateur d'une des premières fintech qui s'appelait Fiduceo, un concurrent de Budget Insight ou Bankin, que vous connaissez certainement si vous êtes multi-bancarisé. Et donc, l'alliance de l'expérience en immobilier et de la technologie a donné naissance à Caliz. Très bien. Et donc, Caliz, c'est quoi exactement, concrètement ? Alors, le métier de Caliz, c'est de gérer pour le compte de tiers des biens immobiliers résidentiels majoritairement, parce que le marché résidentiel français, ça représente à peu près 1500 milliards d'euros d'actifs qui sont détenus par 3 millions de personnes qui peuvent le détenir en direct ou via des sociétés, mais qui représentent des propriétaires bailleurs particuliers. Et c'est 6,5 millions de biens. Donc, c'est un marché assez colossal. La moitié de ces propriétaires s'occupent de leurs biens en direct et l'autre moitié, grosso modo, confie ces biens en gestion à des agences immobilières ou à des administrateurs de biens. Nous, notre métier, donc, c'est de signer des mandats avec des propriétaires qui nous confient la gestion du bien, la gestion financière bien sûr, récupérer les loyers, payer les charges et un certain nombre de dépenses liées à la vie du bien.
gérer les problématiques administratives ou juridiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de réglementations qui viennent faire vivre le monde de l'immobilier. Et puis gérer les interfaces avec les partenaires externes quand vous avez des biens avec des locataires qui bénéficient d'allocations familiales ou d'allocations logement. Vous avez un certain nombre de mouvements qui interviennent. Vous avez évidemment des artisans qui peuvent intervenir en cas de sinistre dans vos biens, des assureurs, etc. Donc nous, Olivier, c'est un peu traditionnel, Olivier, excusez-moi de vous couper. Alors, qu'est-ce que vous amenez en plus? Alors, ce qu'on amène en plus, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr une vision patrimoniale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vision synthétique de l'ensemble de vos actifs, quelle que soit la nature de détention. Donc, de pouvoir les trier quand vous les avez en direct, quand vous les avez via société, quand vous les avez en indivision, le cas échéant. De pouvoir matcher ces cash flows avec effectivement vos plans de financement et donc d'identifier quels sont les actifs qui sont performants et qui remboursent plus vite, quels sont ceux qui sont un peu à la traîne dans vos plans de financement, quels sont ceux qui sont sous-performants par rapport au marché, le cas échéant, à la nature de votre bien ou à la zone géographique. Deuxième élément, c'est qu'on offre une application dont vous pouvez suivre en direct tout ce que font les gestionnaire sur vos biens. Vous pouvez les challenger, vous pouvez avoir accès aux devis, aux informations, aux régularisations de charges, aux flux financiers. Justement, à propos des devis, je vais encore vous couper. J'ai quelques biens, j'ai cette chance-là. Voilà, comme vous, j'ai un peu réalisé, je me suis dit que je voulais quelques biens physiques. Et j'utilisais les services d'un gestionnaire. Ce qui m'exaspérait le plus à cette époque, c'était de voir les réparations ou les petites choses, les petits travaux qu'il y avait à faire et qui m'incombaient. Je trouvais que ces tarifs étaient complètement exorbitants. C'est-à-dire que si je m'en étais occupé chez moi, ça aurait coûté 50 €, 80 €. Et là, je voyais des 250, 260 et des choses comme ça. Un jour, je me suis un petit peu énervé, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas les services de YouPiJob, les Manu, enfin, tous ces services-là et d'arriver à baisser ses prix parce qu'à la fin, ça fait des sous. Vous en êtes où, vous, sur ce sujet? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est le constat également qu'on fait souvent au printemps, une fois qu'on fait l'état des lieux avec son comptable ou en préparation de la déclaration fiscale. Et c'est ce qui grève de manière assez significative, évidemment, la rentabilité des actifs immobiliers. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'offrir 3 devis en transparence, automatiquement, en 4 heures, pour que nos propriétaires bailleurs soient au courant des tarifs, des interventions qui sont amenées dans leurs biens. Ça se fait à travers 2 types d'acteurs. Des réseaux d'artisans agréés, parce que dans un certain nombre de cas, quand vous intervenez sur le gaz ou quand vous intervenez sur l'électricité ou la plomberie, il y a des questions d'assurance, donc il faut faire intervenir des professionnels agréés et avec des normes et des assurances qui vont bien. Ça, c'est un gros travail de contrôle, évidemment. Et puis, la deuxième dimension, c'est pour les petits travaux. Quand il faut changer un carreau, quand il faut donner un petit coup de peinture, quand il faut laver un sol, effectivement, ou nettoyer un jardin ou autre, on peut faire intervenir des plateformes. Donc là, à ce moment-là, on est, nous, plateforme de plateforme, on est organisateur de l'intervention de ces apprentis artisans, si je puis dire, qui effectivement permettent de diminuer la facture. Tout ça, ça se fait en transparence avec les propriétaires. Certains nous disent « je veux absolument que ça me coûte le moins possible et je prends les responsabilités ». D'autres nous disent « je veux absolument des artisans agréés avec toutes les assurances qui vont bien ». Et là, effectivement, nous pouvons offrir ces 2 alternatives. Et vous, en termes de tarifs, vous avez baissé les tarifs ou vous êtes resté dans les tarifs traditionnels? Alors, on a pu baisser les tarifs parce qu'on a automatisé énormément de process. Qualise, au bout d'une petite année de création juridique, on a 21 personnes qui travaillent et on a 10 personnes à la technologie qui travaillent, puisqu'on développe depuis 1 an maintenant, presque 1 an, notre propre plateforme de gestion, parce qu'il y a tout un tas de tâches qu'il faut automatiser pour redonner du temps aux gestionnaires, pour qu'elles et ils fassent du travail relationnel avec les propriétaires bailleurs et les locataires, et puis qu'ils puissent donner du conseil.
Parce que vous disiez effectivement, aujourd'hui, dans le métier traditionnel, il y a une forte propension à donner de plus en plus de lots à des gestionnaires qui ne sont pas très bien équipés. Et donc, du coup, ils sont un peu toujours, je vais parler vulgairement, à l'arrache dans la gestion et donc offrent peu de retours, peu de transparence, peu de réactivité. Et ça, les développements technologiques et l'investissement technologique qu'on fait nous permet d'y pallier de manière assez significative. Ce qu'a connu la banque il y a quelques années. Aujourd'hui, grâce aux applications, vous avez une transparence totale. Vous n'êtes plus obligé d'aller faire la queue dans une agence pour enregistrer un virement, qu'une opératrice le saisisse dans un back-office et puis mette 3 jours à l'effectuer. Dans votre clientèle, vous avez beaucoup de non-résidents? Alors, et ça me permet de répondre complètement à votre question sur le prix. Donc, effectivement, nous, notre service de gestion, on le propose à 3,9% TTC des loyers encaissés. Donc, on est probablement 30 ou 40% moins cher que le marché. Et puis, on a une offre pour ceux qui veulent faire de l'autogestion, une offre où on leur met à disposition la plateforme avec un certain nombre d'automatismes, un certain nombre de connexions extérieures qu'on peut proposer à 15 € TTC par lot et par mois. Quelle était votre question? Pardonnez-moi. Alors, ma question, c'est si vous aviez pensé à avoir une approche spécifique pour les non-résidents, parce que beaucoup de Français maintenant se sont déplacés à l'étranger pour y vivre. Parmi ces Français, bien entendu, pas tous, il ne faut pas fantasmer, mais certains ont un patrimoine, certains ont des appartements. Et même avec la technologie d'aujourd'hui et la modernité, c'est toujours un peu plus compliqué de gérer un appartement à quelques milliers de kilomètres qu'un appartement à quelques kilomètres. Bien sûr. Alors, on a pas mal de propriétaires qui vivent à l'étranger. Alors, on a eu on a beaucoup de clients, notamment aux Émirats et en Angleterre. Alors, voilà, ça se fait par capillarité, au gré des rencontres, au gré des recommandations. Donc, nous espérons que nous aurons pas mal de clients qui viendront d'Europe du Sud dorénavant, notamment en offrant de la transparence. C'est vrai qu'il y a toujours une anxiété quand on est un peu loin et qu'on n'arrive pas à joindre son gestionnaire traditionnel ou son agence qui n'est pas toujours ouverte à des heures compatibles avec les rythmes de vie ou les décalages horaires. Donc, le fait d'avoir une application, le fait d'avoir effectivement des horaires étendus d'intervention nous permet de capter des clients qui sont à distance et puis très souvent également des clients qui font des investissements parce qu'il y a toujours un attachement à la mère patrie et donc on aime bien garder des actifs et notamment effectivement avec les ressources financières qui sont celles du crédit en ce moment, il y a toujours une appétence vers l'investissement en France. Et une dernière question. Pour nos amis non francophones, vous avez prévu une interface en anglais? Alors, pas pour le moment, pour être tout à fait transparent. Début 2021, on aura une première application en anglais. Et puis, progressivement, au cours de l'année 2021, on va traduire. Il y a 2 intérêts à ça. Évidemment, vue du propriétaire, mais également parce que dans notre application, le locataire a eu une interface. Et donc, évidemment, pour favoriser la mise en location de locataires d'origine non francophone, on aura un certain nombre d'interfaces qui seront traduites. Alors tout ça se fait dans le temps, puisque effectivement aujourd'hui, on gère en moins d'1 an un peu plus de 500 lots. On fait l'acquisition de 150 lots nouveaux par mois, donc ça va assez vite. Et à terme, effectivement, on aura une déclinaison dans 5 ou 6 langues. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cette intervention. Merci pour vos explications. Et donc, je rappelle Qualys, la gestion locative New School. Voilà, merci. www.qualys.fr. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Olivier. Au revoir. Et je vois que Maître Antoine de Ravel d'Esclapon nous a rejoint. Bonsoir, Antoine. Bonsoir à tous. Très heureux d'être dans la dynamique avec vous tous. Nous de même. Vous êtes un spécialiste de la gestion de patrimoine et vous l'enseignez aux prétendants au master. L'assurance vie est, comme chacun le sait, le produit préféré des Français, même s'il y a une petite baisse de forme en ce moment. Auriez-vous une petite originalité à nous faire découvrir ou partager? Alors, très volontiers, on se pose souvent la question pourquoi l'assurance vie a autant de succès, et je vais essayer de vous dévoiler son secret aujourd'hui.
quand vous placez, allez, on va dire, on va se donner le sentiment d'être riche, ça va être agréable. Vous placez 100 000 € chez le banquier est le dépositaire de vos fonds. Donc, si vous dites je veux l'investir dans un PEA, un compte titre, c'est une enveloppe juridique, civile, fiscale, tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, j'ai placé mes sous chez le banquier. Le banquier est donc un dépositaire de mes fonds. Par contre, quand on place de l'assurance vie, on a un effet un petit peu bizarre. C'est que le banquier vous dit oui, d'accord, mais après, vous avez une faculté de rachat. Et là, il y a une interrogation de dire, mais attendez, j'ai placé 100 000 € en assurance vie, c'est mon argent. Eh bien non, en assurance vie, les capitaux ne vous appartiennent plus. C'est là le secret de l'assurance vie. Alors, mon côté docteur en droit vous dira que c'est dans l'article 1121 du Code civil, c'est ce qu'on appelle une stipulation pour autrui. Quand je verse des capitaux, je les verse à un assureur, j'abandonne définitivement mes capitaux et cet assureur s'engage contractuellement à verser les capitaux à mon décès, moi souscripteur, aux bénéficiaires que j'ai pu identifier, que j'ai pu désigner. Donc on voit bien quelque chose de très original dans le concept qui va expliquer assez rapidement qu'il n'y ait pas de fiscalité successorale sur l'assurance vie, du moins aux origines. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien les capitaux, si le souscripteur les a définitivement abandonnés à son assureur, cela veut dire qu'en cas de décès du souscripteur, on ne trouve pas les capitaux. Ils ne sont donc pas dans l'assiette taxable, ils ne sont pas soumis au droit de succession. Alors, le fisc s'en est ému, mais avec quelques décennies de retard. Et donc, par la suite, effectivement, nous avons une fiscalité, mais cette fiscalité reste très largement favorable. Et sur le plan fiscal? Alors, la transition est toute trouvée. Sur le plan fiscal, on doit distinguer deux aspects. L'aspect impôt sur le revenu de son vivant et l'aspect, en cas de décès, comment est-ce transmis. Alors, si on est vivant, et c'est une excellente suggestion à tous nos auditeurs, c'est mieux d'être vivant que décédé, la fiscalité est fonction de deux gros paramètres. Premièrement, quelle est l'ancienneté de votre contrat entre 0 et 4 ans, 4 et 8 ans ou plus de 8 ans? Et deuxièmement, quand avez-vous versé les primes? Est-ce que c'était avant le 27 septembre 2017 ou après le 27 septembre 2017? La bonne nouvelle, c'est que vous avez schématiquement, vraiment schématiquement, une fiscalité qui est toujours plus favorable que le droit commun. Ça veut dire que votre fiscalité financière par ailleurs, quand vous retirez des capitaux, elle sera moins lourdement taxée à l'assurance vie. Et plus vous détenez votre assurance vie depuis longtemps, moins vous êtes fiscalisé. Je vous ai parlé de ces tranches de 4 ans. Donc, l'astuce pour les éditeurs, c'est n'hésitez pas à souscrire, même avec des petits capitaux, aujourd'hui une assurance vie. Et peut-être que dans 5, 6, 7, 8 ans, vous serez enchanté de pouvoir y placer des capitaux plus importants et de bénéficier d'une fiscalité très favorable à ce moment-là. Pour vous donner un simple ordre d'idée, au-delà des 8 ans, vous avez un abattement annuel de 4 600 €. Attention, les 4 600 € ne s'appliquent qu'aux intérêts. Donc, quand je retire, par exemple, 15 000 €, ce n'est pas 15 000 € d'intérêt comme assiette taxable. Ça va peut-être correspondre à 200, 300, 400, 500 € d'intérêt. Et encore. Donc, vous voyez que c'est tout à fait avantageux. Deuxième aspect, là, je parle du côté du décès. Eh bien, en cas de décès, la fiscalité est très favorable. Si vous avez versé les capitaux avant le 13 octobre 1998 et avant vos 70 ans, vous êtes totalement exonéré. Donc là, vous êtes tranquille. Deuxième cas de figure, vous avez investi après le 13 octobre 1998. Alors, vous voyez, c'est très précis, il y a des dates pour tout. Et en tout cas, avant vos 70 ans, dans ces cas-là, vous avez une exonération jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Et ensuite, vous êtes à un abattement, vous êtes à un taux de 20%, puis 31,25 au-delà des 700 000. Alors, quand on vous dit 152 500 par bénéficiaire, c'est quand même un très joli cadeau quand on sait qu'aujourd'hui, quand vous transmettez dans le droit commun à vos propres enfants, à chacun de vos enfants, vous êtes quand même plafonné à 100 000 € d'exonération. Là, c'est 152 500 à des personnes totalement étrangères à votre famille, par exemple. Donc, vous voyez, très intéressant. Et puis, vous avez un dernier cas. Si vous avez versé après vos 70 ans,
eh bien, vous êtes exonéré des intérêts, première bonne nouvelle, et vous avez un abattement qui, lui, est limité à 30 500 €, mais en se partageant entre tous les bénéficiaires. Et ensuite, vous êtes taxé selon le barème de droit de succession. Donc, en général, la fiscalité assurance vie est toujours gagnante par rapport à l'assurance vie de droit commun, à la fiscalité de droit commun. Et démembrer une clause bénéficiaire, ça veut dire quoi, Antoine? Alors ça, c'est très malin. L'idée est la suivante. En général, si vous ne posez pas trop de questions, le formulaire de l'assureur va dire, écoutez, votre bénéficiaire, c'est mon conjoint, sans qu'on sache un peu trop qui c'est. Est-ce que c'est mon partenaire de Pacs, mon concubin? Est-ce que si je suis dans un remariage, etc. Et puis ensuite, on dit à défaut mes enfants et à défaut mes héritiers. Et donc, on se dit un peu tardivement, attends, c'est quand même idiot. L'assurance vie, il paraît que c'est formidable sur le plan fiscal, et pourtant, j'ai désigné comme bénéficiaire mon conjoint qui est totalement exonéré de droits de succession en France. J'entends bien conjoint, partenaire d'un Pacs ou marié, pas le concubin. Donc, on se dit, mais il y a un truc idiot. Pourquoi je n'ai pas pu profiter des fameux 152 500 € par bénéficiaire? Alors, l'astuce va être de mieux rédiger la clause bénéficiaire, c'est ce que vous disiez très justement, et de dire, je désigne mon conjoint pour l'usufruit et chacun de mes enfants pour la nue propriété. Alors, la clause est un petit peu plus subtile que ça, il y a d'autres paramètres à intégrer, mais on va faire un démembrement. Ça veut dire que chacun va avoir des droits. Alors en pratique, comme ça porte sur des capitaux, c'est bien le conjoint qui va encaisser l'intégralité des capitaux. Ça ne change rien pour lui, si ce n'est qu'il va se reconnaître débiteur envers les enfants des capitaux à son propre décès, donc au décès de votre conjoint, et on va donc faire bénéficier aux enfants de l'abattement des 152 500 € par enfant. Donc c'est effectivement très avantageux. C'est un jeu d'écriture, si j'ose dire, qui permet aux conjoints survivants de conserver civilement l'intégralité des capitaux, mais aux enfants d'avoir pleinement l'avantage fiscal, comme on aurait fait un démembrement dont on connaît toutes les vertus sur de l'immobilier, par exemple. Comment ça va s'articuler exactement? Je vais dire que je laisse l'argent à mon épouse, donc pour l'usufruit, et ensuite pour la nue propriété à mes enfants. Mais est-ce que mes enfants ne vont pas pouvoir empêcher mon épouse d'utiliser l'argent, ou est-ce que mon épouse ne va pas pouvoir tout dépenser et rien laisser aux enfants? Comment tout ça va s'articuler, Antoine? Tout dépend de la qualité de la rédaction de la clause bénéficiaire. Idéalement, elle va donner les pouvoirs les plus étendus au conjoint qui pourra disposer totalement librement des capitaux. Alors, je vois où vous allez en venir. Vous allez dire, si le conjoint peut aller jusqu'à dilapider les capitaux. Par exemple, il va à Las Vegas et il dépense tout. Alors, dans ce cas-là, évidemment, où il a, par exemple, des plantes de cannabis et tout part en cannabis. Alors, c'est fort fâcheux. Elle peut aussi aller avenue Montaigne et puis tout partira. Exactement. Voilà. Alors après, je sais que vous avez des préconisations d'investissement tout à fait judicieuses et des bonnes adresses. Donc, à partir de là, effectivement, les enfants n'ont que leurs yeux pour pleurer. Première objection, si on avait laissé la clause classique, les enfants, de toute manière, n'avaient rien, puisqu'on avait dit mon conjoint en pleine propriété pour le tout. Ça, c'est la clause classique. Deuxièmement, les enfants vont avoir un bout de papier qui aura été rédigé par le notaire si les choses sont faites dans les règles de l'art, et c'est pour ça que les professionnels doivent être vigilants. Et dans ce cas-là, les enfants ont un bout de papier qui, lui, a cet immense avantage que c'est un passif fiscal qui est déductible de tout le reste de la succession. Donc, si elle a tout dépensé en cannabis, en achat avenue Montaigne, et troisième piste à Las Vegas, donc voilà, 3 postes budgétaires, mais qu'elle laisse un chalet à Chamonix qui vaut 1 million, eh bien les enfants, dans la succession, vont pouvoir utiliser leur créance en disant le chalet de Chamonix vaut 1 million, certes, mais en vertu de l'avantage fiscal que nous avait consenti notre gentil papa, Bernard, eh bien, nous n'allons payer des droits de succession que sur 200 000 € par exemple, parce que nous avions pour 800 000 € de dettes déductibles fiscalement. Là encore, ça demande beaucoup de vigilance dans la rédaction pour que nous protégions les intérêts du conjoint survivant, du souscripteur, des enfants. Je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. On a aussi des cas dans lesquels l'enfant
est débiteur de l'impôt, il doit quand même payer un impôt, puisqu'on avait dit au-dessus des 152 500, c'est du 20% et après un peu plus. Il doit de l'impôt, mais il n'a rien pour payer, puisqu'on a dit que civilement, c'est le conjoint qui récupérait tout. Là encore, bonne rédaction. Je peux que vous recommander une bonne rédaction qualité professionnelle qui prévoira que les enfants recevront une somme d'argent utile quand même à payer l'impôt. Petite question, moi j'ai souvent la question, est-ce qu'on confond souvent démembrement à l'entrée et démembrement à la sortie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Oui, la alors nuance? le démembrement à l'entrée, c'est des personnes qui viennent voir le banquier en disant « Nous avons reçu des capitaux dans le cadre d'une succession. Certains ont l'usufruit, d'autres ont la nue propriété. Donc, on voudrait co-souscrire, entre guillemets, notre assurance vie. » Donc, ça, c'est à l'entrée. C'est au moment de la souscription. Et puis, le démembrement à la sortie, c'est tout simplement le démembrement dans la clause bénéficiaire. Alors, Et donc le plus avantageux, Bernard, pardon, allez-y, Bernard. alors je vais rebondir un petit peu sur la question et revenir à la clause bénéficiaire. Vous nous avez expliqué qu'en laissant l'usufruit au conjoint, il ou elle allait pouvoir tout faire et avoir la plus grande liberté. Et si on souhaite lui laisser une grande liberté sans lui laisser la plus totale des libertés, est-ce qu'on peut encadrer les choses? Alors oui, parfaitement. On peut encadrer, on peut conditionner. Là encore, c'est de la finesse rédactionnelle. Je vais donner un exemple très concret qui est celui des familles recomposées. Dernièrement, j'ai reçu une clause bénéficiaire démembrée que me demandait un client. Il est l'heureux papa de 3 enfants, son fils aîné issu d'une précédente union et 2 filles issues de son actuelle union. Et moi, quand il m'a sollicité, effectivement, il est très attiré, comme tout le monde, par les intérêts de la clause bénéficiaire. Mais je lui ai dit, ça va être dangereux parce que votre enfant issu de la première union, s'il est un créancier de sa belle-mère, il y a un risque qu'à la succession, il ne trouve pas grand-chose. Il y a un conflit d'intérêts latent. Alors, les relations sont excellentes, mais comme dit le patron de la CIA dans un film connu, espérer le meilleur, craindre le pire. Donc, c'est ce que je dis tous les jours à mes clients. Donc là, je dis vigilance. Donc, j'ai rédigé la clause en disant pour une fraction en pleine propriété à l'enfant de la première union et pour la nue propriété aux enfants de la nouvelle union. Mais comme les enfants qui reçoivent en nue propriété, évidemment, vont encaisser les capitaux plus tard que celui qui reçoit en pleine propriété, j'ai introduit dans ma clause bénéficiaire une formule mathématique fonction de l'espérance de vie du conjoint survivant pour moduler. Ce n'est pas la même chose de recevoir 1 000 € aujourd'hui que 1 000 € dans 15 ans. Donc, voilà, si c'est dans 15 ans, ce ne sera pas 1 000 €, ce sera 1 200 €. Voilà, on l'intègre dans la… En vous écoutant, Antoine, je me fais la réflexion suivante. Si on est dans une famille, on va dire, traditionnelle et une famille classique avec une épouse et des enfants, que ce soit les enfants d'un ou de plusieurs lits, et qu'on souhaite laisser en priorité l'argent à son épouse, n'a-t-on pas systématiquement intérêt à démembrer? Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, en démembrant, elle aura tout aussi, elle pourra faire ce qu'elle veut, mais au moins on créera une dette sur la succession et au moins on réglera déjà la succession après son départ. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait systématiser? Ou, juste je termine, vous avez des exemples pour nous montrer qu'il faut se méfier de la systématisation? Alors, vous avez parfaitement raison sur le principe, je vous suis totalement. Toute chose égale par ailleurs. Entre transmettre en pleine propriété et transmettre en démembrement, mieux vaut le démembrement puisque le conjoint a l'intégralité des capitaux et les enfants ont l'avantage fiscal. Donc là-dessus, je vous suis. Par contre, la clause doit être rédigée, à mon sens, de manière assez fine parce qu'il faut laisser la liberté au conjoint survivant de pouvoir renoncer à encaisser l'intégralité des capitaux. Pourquoi? Le conjoint veut aider ses enfants. Que va-t-il se passer? Eh bien, s'il veut aider ses enfants, il est obligé de tout encaisser d'un côté et puis ensuite de décaisser et donc de supporter éventuellement des frais de donation, d'épuiser de l'abattement de donation. Il vaut mieux peut-être que la clause soit bien faite en lui disant plutôt qu'il prenne 100% en pleine propriété ou 100% de l'usufruit, il puisse prendre par exemple seulement 75%, de sorte que les enfants reçoivent directement de l'argent en pleine propriété pour réaliser leur projet. On peut même imaginer, là c'était le cas la semaine dernière,
un conseiller en gestion de patrimoine me sollicitait avec des clients. Il y a un enfant unique et un petit enfant unique. Et là, on est en train de travailler sur une clause bénéficiaire démembrée transgénérationnelle. Alors, transgénérationnelle, non pas transpiration parce qu'il fait chaud, hein. C'est transgénérationnel parce qu'on traverse, on va dire que je lègue, alors ce n'est pas je lègue, hein, c'est je désigne pour bénéficiaire en nue propriété mon petit enfant, sauf l'usufruit pour mon épouse et sauf un usufruit intercalaire pour ma fille unique entre les deux. Donc vous avez raison, oui sur le principe, mais ensuite on a intérêt à donner de la liberté au conjoint survivant pour faire du sur-mesure. Très bien. Et il y a un cas précis dans lequel il ne faut pas le faire. Alors, oui, j'ai envie de dire, le cas qui peut être délicat, c'est celui dans lequel malheureusement au moment du décès du souscripteur, le conjoint survivant est en tutelle, curatelle, vous voyez, sous un régime de protection. Parce que là, il n'est pas en mesure de signer grand-chose, ça peut paralyser. D'où l'intérêt d'avoir des clauses bien faites, là encore, dans la clause bénéficiaire pour dire, bah oui, bah, s'il n'est pas en mesure de décider, il sera supposé et présumé avoir choisi ceci. Parce que sinon, vous allez paralyser votre succession. Parce que là, ça suppose un conjoint. Plus vous reconnaissez de la liberté au conjoint survivant, vous allez me dire, mais c'est merveilleux, ça donne de la souplesse, on a les avantages fiscaux, mais ça demande quelqu'un de sain d'esprit. S'il est en tutelle, comment je fais? C'est le juge des tutelles. Si le juge des tutelles, il prend position dans 6 mois après, comment fait-on? Les enfants qui ont des impôts à payer et toute la succession paralysée et la banque qui ne sait pas quoi faire. Donc, à mon avis, c'est à éviter dans ce type de contexte, sauf si ça a été déjà intégré dans la clause bénéficiaire. Et là, on peut se servir du mandat de protection future, non, maintenant? Alors, excellente idée. Oui, si ça a été spécialement prévu, et d'où l'intérêt de le passer directement devant notaire, hein, parce qu'il vaut mieux, le mandat de protection future est plus puissant devant notaire que sous seing privé, première remarque. Deuxième remarque, en pratique, le mandat de protection future connaît une certaine désaffection au profit de l'habilitation familiale. C'est nouveau, ça vient de sortir, non, ça a quelques années, mais ça fonctionne à la charge du compte-rendu annuel qui pèse beaucoup sur les épaules du mandataire. Donc aujourd'hui, on constate en pratique une bascule de nos clients. Quand je viens les voir, moi je leur présente tout, hein. Tutelle, ça sera un mode par défaut, voire curatelle. Le mandat de protection future, vous avez parfaitement raison, l'habilitation familiale. Et souvent, ils disent « Ah, l'habilitation familiale, ça nous plaît bien parce qu'on va le voir le juge, certes une fois, mais c'est une fois pour toutes. » Et je ne veux pas déborder sur l'habilitation familiale, ça nous fera l'objet d'une nouvelle émission et d'une nouvelle intervention, mais juste une question qui peut paraître bête, mais qui j'espère ne l'est pas. Est-ce que l'habilitation familiale, c'est obligatoirement la famille? Oui, l'habilitation familiale, comme son nom l'indique, est vraiment limitée textuellement par le Code civil. L'idée, c'est de faire en sorte que ça soit une tutelle allégée, mais allégée parce qu'on est dans un cercle familial en toute confiance et en toute sécurité. Et c'est un cercle familial proche qui s'arrête aux frères et sœurs ou qui va jusqu'aux cousins? C'est pas à la 12e génération. Oui. D'accord. OK. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Antoine. Merci. Avec grand plaisir. Merci de cette intervention. Merci de ces éclairages. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ça va être maintenant au tour de Sébastien Cosson, qu'on ne présente plus, d'Entrepreneur Invest, qui nous accompagne sur le non-coté, qui est notre spécialiste au sens le plus large du non-coté. Juste une question avant de vous laisser commencer, Sébastien, avec tous ces mouvements boursiers, la bourse qui baisse, le Nasdaq qui baissait, les obligations gouvernementales où on nous dit qu'il faut de plus en plus s'en méfier parce que, vu les dernières déclarations de la Fed, les taux pourraient remonter. Est-ce que dans le non-coté, il y a autant d'orages que ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on s'est un peu plus ensoleillé, dirons-nous? Bonjour Bernard, bonjour à tous. Alors j'ai un écho terrible. Donc effectivement, dans le non-coté, il n'y a pas
il n'y a pas beaucoup de nuages, je dirais. Enfin, il y a des nuages économiques, mais il n'y a pas de nuages financiers tels que l'on peut voir sur les marchés. Et ça, c'est un des gros avantages du non-coté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la performance économique réelle des entreprises qui va se refléter dans la valorisation de celle-ci à moyen terme. Mais les marchés financiers ont toujours tendance à anticiper. Aujourd'hui, le CAC 40 a baissé de près de 4%. La valorisation de nos portefeuilles qui sont investis en actions de PME non cotées n'a pas bougé depuis hier. Voilà, il ne s'est rien passé de très grave en 24 heures. Donc, on a bien entendu des valorisations qui vont bouger au fil des semestres, au fil des années. Mais aujourd'hui, l'intérêt du non-coté, c'est effectivement de diversifier ses investissements et de ne pas subir une volatilité exacerbée sur les marchés de taux, sur les marchés actions, sur les marchés de devises. Voilà, c'est une excellente question, Bernard. Merci de l'avoir posée. Donc, alors, quoi de neuf chez Entrepreneur Invest? Alors, quoi de neuf chez Entrepreneur Invest? Donc, pour rappel, Entrepreneur Invest est un fonds d'investissement qui existe depuis 20 ans, qui a accompagné plus de 200 PME depuis l'origine et qui a levé 900 millions d'euros. On a lancé cet été notre 8e millésime de FCPR obligataire. Alors, c'est quoi un FCPR obligataire? C'est tout simplement un fonds d'investissement qui investit dans des PME, mais au travers d'obligations convertibles. Donc, obligations convertibles, c'est avant tout des obligations. Donc, le fait que ce soit convertible, c'est un avantage pour le chef d'entreprise, ça lui permet d'améliorer son bilan. Mais pour l'investisseur, et là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le fait d'être positionné sur une obligation, c'est un produit de dette. C'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des entreprises qui, en échange d'intérêts tous les ans, et des intérêts même qui sont versés tous les trimestres, peuvent l'utiliser pour se développer et doivent nous rembourser en général 5 ans plus tard. La maturité de ces obligations, c'est 5 ans plus tard. Alors, dans l'environnement actuel, effectivement, on parle des actions, de la valorisation des marchés. La crise économique que l'on connaît, la crise sanitaire que l'on connaît, elle aura indéniablement un impact globalement sur les marges des entreprises. Alors, certaines sociétés dans le domaine de la technologie ne seront pas ou peu impactées, mais dans d'autres segments, l'impact sera bien réel. Quand vous prêtez de l'argent à une entreprise, ce qui importe, c'est que la société puisse vous rembourser au terme, puisse payer les intérêts et vous rembourser au terme. Donc, même si on connaît une crise économique, comme on a déjà connu d'autres crises économiques, hein, si on remonte en 2008-2009, la crise financière avait déjà été très forte. Et pourtant, le taux de défaut des PME en France en 2009 était inférieur à 2%. Donc, il faut vraiment avoir cela en tête. Quand on prête de l'argent à une entreprise, on prend beaucoup moins de risques que quand on est actionnaire. Voilà, quand on est actionnaire, on va jouer sur la marge de l'entreprise, sur l'accroissement des bénéfices. Quand on est créancier obligataire, on parie, entre guillemets, puisqu'on ne parie pas dans nos métiers, on investit, mais on investit sur le fait que l'entreprise existera dans 5 ans et qu'elle aura bien la capacité à nous payer tous les trimestres et à nous rembourser au terme. Donc, on a créé un fonds qui est investi spécifiquement sur ce type de titre. On sera diversifié sur une vingtaine d'entreprises différentes. Et ce fonds a la particularité de bénéficier d'une garantie du Fonds européen d'investissement, qui est l'émanation financière de la Commission européenne et de la BEI, qui va nous permettre de couvrir nos lignes obligataires à hauteur de 50% minimum, puisqu'on a 2 enveloppes de garantie, une enveloppe à 50% et une enveloppe à 80%. Ça veut dire, si on reprend nos exemples de tout à l'heure, que si une entreprise venait à connaître de grosses difficultés et être placée en liquidation, eh bien, malheureusement, elle ne pourrait pas donc, nous rembourser, mais le Fonds européen d'investissement viendrait nous rembourser une très grosse partie de notre investissement. Donc, si on a une garantie à 50%, on ne peut pas perdre plus de 50%. Et si l'enveloppe est à 80, on ne peut perdre que 20%. Le fonds d'investissement, il rembourse vite ou il faut attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans? Oui, alors on a malheureusement eu l'occasion d'utiliser cette garantie une fois. Hein, on a cette garantie depuis le mois d'avril 2016. On a eu l'occasion de l'utiliser il y a un petit peu plus d'1 an, une société qui a eu des difficultés donc, et qui était placée en liquidation. Le remboursement du Fonds européen d'investissement est très rapide puisque 3 mois plus tard, le fonds a bénéficié donc de ce remboursement. C'est une bonne nouvelle, ça.
C'est une bonne nouvelle. Je dirais le fait qu'on ait très peu de défauts, c'est une bonne nouvelle. On essaie bien entendu que le Fonds européen d'investissement soit le moins sollicité possible. Aujourd'hui, on a un taux de défaut sur l'ensemble des émissions faites depuis 8 ans maintenant qui est inférieur à 3%. Donc, c'est un taux de défaut qui est très bon. On travaille beaucoup pour maintenir ce taux de défaut le plus bas possible. Mais c'est vrai que cette garantie du Fonds européen d'investissement, elle permet de couvrir le risque extrême. Et c'est ce qu'on va chercher effectivement dans nos produits, c'est offrir un très bon rapport rendement-risque, une belle solution patrimoniale. Et pour avoir une belle solution patrimoniale, il faut éviter le risque extrême. Et sur ce type de fonds, on a effectivement un objectif de rendement de l'ordre de 5-6% par an qui est atteignable. Et puis, la preuve en est, ce sont les performances des fonds précédents, puisqu'on lance des fonds tous les ans depuis maintenant 8 ans. Et les performances sont tout à fait au rendez-vous. Et en plus, ces fonds-là n'ont pas été réellement impactés par le Covid. Dans l'environnement actuel, il faut voir que les millésimes qui ont été lancés il y a 2, 3, 4, 5 ans sont tous en hausse sur le premier semestre, en moyenne entre 4 et 8%. Je parle bien du premier semestre 2020. Donc là aussi, on sait que l'aspect psychologique lors des investissements est important. Et avoir un type d'actif en portefeuille au même titre que de l'immobilier qui ne subit pas la volatilité des marchés financiers, c'est assez rassurant. Et pour rentrer dans le concret un petit peu, voilà, imaginons vous m'avez convaincu, Sébastien, je veux souscrire. Je fais quoi? Je vais sur votre site internet, je vais voir mon banquier, je vais voir un conseiller. Comment je fais pour souscrire? Alors, on a très très peu de clients en direct. Donc, vous pouvez bien entendu aller voir sur notre site internet. On a un site internet qui est assez récent, qui est plutôt bien fait, je pense. Ça va vous permettre de comprendre l'ADN de la maison, de savoir comment on travaille. Vous avez des interviews de chefs d'entreprise qu'on accompagne, par exemple. Mais pour souscrire, vous avez tout intérêt à vous rapprocher de votre conseiller financier préféré. Vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on vous recommande effectivement des partenaires. Donc, on travaille avec des conseillers indépendants, on travaille avec des banques privées. On a aujourd'hui plus de 30 000 clients, mais ce ne sont pas nos clients directement. On n'a pas la relation avec les clients, on travaille avec des partenaires distributeurs qui sont professionnels et ce sont tous des gens que nous avons sélectionnés. Très bien. Et bon, comme vous êtes sur un produit et qu'on souscrit ce produit, je suppose qu'il y a des frais. Oui, il y a des frais, bien entendu. On ne travaille pas gratuitement, nos partenaires non plus. Les frais sont de 3,5% à l'entrée, en sachant que nous sommes sur un fonds avec une durée de blocage de 6 ans. Donc, quand on lisse les droits d'entrée sur une durée de 6 ans, c'est tout à fait appréciable. Pour les plus anciens, je me souviens au début des années 2000 d'un fonds en euros qui rapportait en moyenne entre 5 et 6% par an et sur lequel vous aviez environ 5% de droits d'entrée. Donc, je pense que cette tarification est tout à fait raisonnable et conforme avec la qualité de ce type de produit et la rareté de ce type de produit, puisqu'aujourd'hui, on est une des très rares sociétés de gestion à bénéficier de l'assurance du Fonds européen d'investissement. Et donc, vous étiez la première, je crois. On était les premiers, tout à fait. C'est bien. Écoutez, en tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour mériter la confiance du Fonds européen d'investissement. Et aujourd'hui, on est encore une fois les seuls à avoir des investissements qui sont systématiquement ou quasi systématiquement garantis par le Fonds européen d'investissement. On peut toujours avoir une exception qui confirmera la règle, mais la règle, c'est que nos investissements sont garantis. Merci beaucoup pour cette intervention, Sébastien. Je vous dis à la semaine prochaine avec un autre thème. Une nouveauté peut-être ou quelque chose de plus classique. Très bien, merci de nous avoir éclairés. On a un de vos collègues, lui aussi, qui intervient sur le non-côté, Grégoire Linder, qui nous a rejoints et qui va nous parler de projets, de choses qu'il fait en spécialité dans l'immobilier. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Ravi de vous avoir parmi nous. Également, ravi d'être présent à cette émission. Je vous ai parlé la dernière fois effectivement du crowdfunding immobilier, donc notre activité avec Raisers, notre société notre plateforme de financement participatif. Je vous avais évoqué un dossier à Bourg-Saint-Maurice qui s'est très bien déroulé parce qu'on l'a présenté dans les quelques jours qui ont suivi l'émission et c'est une opération qui s'est financée en moins d'une heure pour un petit peu plus d'1 million d'euros. Peut-être que cette semaine, je pourrais vous parler d'une autre opération
J'ai juste une question, Grégoire. D'où vient cet appétit? J'ai suivi votre opération et j'ai effectivement vu 1 million d'euros. Et quand vous dites en moins d'une heure, vous êtes, comment on peut dire, vous êtes modeste, parce que c'était même moins qu'une demi-heure. Et j'ai regardé d'autres opérations, c'est quelques minutes. Et sans citer le nom de vos concurrents, j'ai vu quelques-uns de vos concurrents sérieux, c'est la même chose. D'où vient toute cette manne d'argent? On a l'impression que, voilà, on dit on cherche 1 million et puis en une heure c'est fait, ou on cherche 500 000. Alors 500 000, j'ai vu en quelques minutes, en moins d'un quart d'heure. C'est quoi cet attrait? Les gens sont en train de se réveiller. Tout le monde veut placer chez vous. On a quand même un produit unique qui apporte à la fois du rendement, c'est-à-dire que la moyenne chez nous, c'est 10%. Allez, ça va aller de 8 à 11-12% annuel. Donc du rendement relativement élevé et surtout sur des durées courtes. C'est 12-24 mois généralement. Donc on apporte ces deux leviers du rendement sur une durée courte et tout ça avec un sous-jacent qui reste de l'immobilier. On finance des promoteurs immobiliers, des marchands de biens et souvent avec des garanties qu'on prend d'ailleurs sur les actifs immobiliers qui viennent, certains prêts à une PME avec un capital non garanti, mais en tout cas on fait en sorte de prendre les bonnes garanties. En cas de défaut, eh bien, on pourra en tout cas recouvrir une bonne partie du capital qui a été prêté. Donc, c'est un produit qui plaît énormément aux investisseurs particuliers et pas que aux particuliers. D'ailleurs, de plus en plus de professionnels passent désormais par nous. Donc, des conseillers en gestion de patrimoine viennent faire souscrire leurs clients. On a également quelques banques privées qui viennent souscrire sur notre plateforme. On a également mis en place un petit fonds d'investissement maison qui co-investit sur les opérations qu'on présente à nos investisseurs. Donc, tout ça fait que les opérations sont financées très vite. Nos investisseurs aussi ont eu un flux de retour, de remboursement d'opérations sur les dernières semaines, les derniers mois. Donc, ils ont leur compte Raisers chargé du coup, avec de la trésorerie positive qui leur permet d'investir tout de suite et de financer ces dossiers dans des délais relativement courts. Et j'ai lu sur votre site et sur les autres sites qu'il n'y a quasiment pas de défaut, donc quasiment pas de gens, enfin de promoteurs ou de marchands de biens qui ne remboursent pas. Quand on a des défauts, donc ce n'est pas qu'on perd tout, mais il y a des petits problèmes, il y a un peu moins d'intérêt ou des choses comme ça, et on en a très peu. C'est un produit magique, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Effectivement, il y a eu très peu de casse. On a recensé à peu près 350 opérations crowdfunding immobilier sur les 4-5 dernières années. Et en réalité, il y a eu un seul vrai défaut d'un promoteur qui est au tapis, qui n'a pas remboursé. Maintenant, effectivement, c'est propre au métier. Il y a des retards. Des retards qui peuvent être dus à, évidemment, c'est la construction, hein, donc des travaux qui prennent plus de temps que prévu, ou un autre type de retard qui est la commercialisation, le promoteur qui met un peu plus de temps à vendre les appartements qu'il a construits. Donc ça arrive fréquemment et on alerte toujours nos investisseurs là-dessus. De nos opérations pour notre plateforme. Bon, voilà. Après, les retards sont rémunérés. C'est-à-dire que les intérêts continuent de courir sur la période de prolongation, avec souvent d'ailleurs des intérêts majorés, des malus. Et du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut pas investir des fonds où on se dit exactement pile poil dans 12 mois ou dans 24 mois, j'en aurais besoin. Il faut avoir conscience que peut-être ça peut être bloqué 6 mois, 12 mois de plus. Et alors, un peu comme nous disait Sébastien, voilà, vous m'avez convaincu, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'investir chez vous. Je fais comment? Je viens directement chez vous, je vais voir mon conseiller, je m'adresse à ma banque, ça se passe par Internet, je me déplace chez vous. Concrètement, si je veux investir sur votre prochain projet, qu'est-ce que je dois faire? Les différents canaux sont possibles. Hein. Passer par son conseiller en gestion de patrimoine pour justement avoir un avis extérieur et en parler avec une autre personne, c'est toujours intéressant. Nous, au sein de Raisers, on a évidemment des conseillers en interne qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions sur les opérations qu'on présente, apporter des éléments supplémentaires et clarifier certaines questions que pourrait se poser un investisseur. Après, le principe, c'est quand même de pouvoir dématérialiser la totalité de la souscription. Donc, un investisseur, en quelques minutes, il va se créer un compte sur notre plateforme. C'est gratuit, ça lui génère un IBAN. Il accède tout de suite aux opérations
il veut souscrire, il a un petit test à remplir et simplement il signe un bulletin de souscription avec une signature électronique et après, charge à lui d'alimenter son compte Raisers pour ses souscriptions. Donc, c'est de bout en bout, s'il veut être totalement indépendant, ça peut se passer en quelques minutes. Donc, un petit peu comme la société Calise avec Olivier Duverdier, vous êtes extrêmement digitalisé et tout se passe de manière digitale, automatique, sans intervention humaine. Et exactement. Et tout comme aussi, c'est un sujet important, la gestion donc, du reporting qui se passe sur un espace dédié, sécurisé, sur lequel l'investisseur pourra avoir le suivi de ses investissements, ses tableaux de bord, et la gestion des flux retours. Donc, on le crédite sur son compte Raisers, on se charge pour lui. Alors, bon, ça dépend évidemment d'où il est, de quelle résidence fiscale il relève, mais en tout cas, pour les résidents français, on va s'occuper de leur prélèvement forfaitaire unique, de leur fiscalité, de payer les impôts, de déclarer, de faire la déclaration sur leur feuille d'impôt et ils n'ont absolument rien à faire. Et alors après, la question, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment ça se passe quand je vous envoie mon argent? Je vous dis, voilà, moi je suis d'accord, je mets 10 000 euros sur un projet. Je fais le chèque à qui? Alors, voilà, vous envoyez, nous, on a mis en place une solution, ce qu'on appelle MangoPay, qui est un partenaire, ce qu'on appelle prestataire de services de paiement, qui nous apporte des solutions de compte séquestre. Donc, c'est-à-dire que ces fonds-là sont envoyés chez MangoPay, donc des fonds qui ne vont pas sur les comptes de Raisers, mais vraiment on n'accède pas à ces fonds-là. Donc, vous avez pas de caisse? Non, on reçoit pas les fonds de nos investisseurs sur les comptes. Des comptes séparés sur lesquels on n'a pas accès. Ils sont séquestrés pendant le temps de la collecte et ensuite ces fonds sont envoyés donc selon le type d'opération directement sur les comptes courants du promoteur ou quand on intervient au moment d'une acquisition, le plus souvent on envoie même les fonds au notaire qui réalise l'opération. Et là ça vient en plus voilà, sécuriser la traçabilité des fonds. MangoPay, c'est une filiale de Crédit Mutuel Arkea, donc c'est un partenaire bancaire. Ensuite, ça va dans la poche d'un notaire et le notaire, lui, ne libère les fonds que lorsqu'il réalise l'acte d'acquisition. Comment vous vous assurez que le promoteur, s'il vous dit, voilà, moi j'ai besoin de 500 000 euros pour acheter ça ou pour faire les travaux de ça ou pour investir là, une fois que vous lui envoyez l'argent sur son compte courant ou son compte bancaire, comment vous pouvez tracer et être sûr qu'il utilise l'argent à bon escient? Effectivement, contractuellement, ça c'est une obligation qu'on impose à nos clients promoteurs marchands de biens. On vous prête des fonds pour cette opération qu'on a analysée. Alors, la plupart du temps, on intervient sur des promoteurs ou des marchands de biens qui sont structurés avec une société de tête et une société projet. Ce qu'on préfère, nous, c'est financer la société projet qui, évidemment, on envoie les fonds sur une société qui n'a qu'une seule opération en cours, qui est celle qu'on a étudiée, qu'on a financée. Ce n'est pas 100% des cas. Quand on intervient sur, par exemple, une maison mère pour ensuite descendre sur une filiale qui pourrait être plus bas, ou même une maison mère qui réalise plusieurs opérations, voilà, on essaye d'avoir un suivi de proximité avec l'opérateur pour s'assurer qu'effectivement l'acquisition est bien réalisée, que les travaux avancent bien. Ça passe par un reporting serré et régulier auprès de ses partenaires. Et encore une fois, c'est les marchands de biens, les promoteurs, ils ont des opérations régulières. C'est 2, 3, 4, 5 opérations par an par lesquelles ils peuvent passer par nous. Donc, ce sont vraiment des partenaires qu'on connaît et qu'on suit sur l'ensemble de leurs opérations. Donc, ça nous permet de s'assurer qu'on ne travaille pas typiquement avec une société qui utiliserait ses fonds pour faire autre chose. Vous travaillez beaucoup dans la confiance ou vous avez une vraie capacité à les auditer, à les contrôler, à les vérifier, le suivi des travaux, le suivi des ventes pour un promoteur? Comment vous faites ça? Vous posez les questions, vous attendez les réponses ou vous avez des sources et des ressources internes pour vraiment suivre ça, vérifier, contrôler et auditer? Donc, on a notre cœur de métier, c'est l'analyse des opérations. On a à peu près 20% de taux de sélection entre l'ensemble des demandes de financement et celles qui sont vraiment présentées à nos investisseurs sur la plateforme. Et ça, parce qu'on a une équipe de 5 analystes vraiment experts immobiliers en interne chez Raisers qui réalisent un audit complet de la structure du promoteur et de l'opération. On peut être d'ailleurs régulièrement amené à faire travailler
des valorisateurs ou d'autres experts, des structures indépendantes pour nous accompagner dans ces phases d'analyse. Ensuite, une fois que l'analyse est terminée en interne, on la présente à notre comité d'investissement, donc qui est composé des analyses de Reisers et éventuellement quelques conseils. Et ensuite, on présente l'opération à nos investisseurs. Donc évidemment, on a développé en interne une méthode d'analyse et surtout une grille de scoring. Donc on va analyser entre 50 et 80 critères qui nous permettent de décider est-ce qu'on veut y aller, est-ce qu'on ne veut pas y aller, quel est le taux le plus raisonnable et le plus équitable pour cette opération. Est-ce que ça vaut un 8%? Est-ce que ça vaut un 9%? Est-ce que ça vaut un 12%? Et on va passer en revue tout un tas de critères pour l'évaluer. Merci beaucoup, Édouard. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Bernard. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la prochaine émission, on travaille ensemble un projet réel, soit un projet que vous aurez réalisé quelques jours auparavant ou un projet que vous allez distribuer quelques jours après, et ainsi continuer dans la pédagogie et bien faire comprendre à tous nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement et comment tout ça se passe. Avec plaisir. Merci, Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est le tour de Bruno Zaraya de Ginger Active. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Alors, la dernière fois, on a été obligé d'aller vite et on vous a empêché de nous parler de vos convictions, de votre fonds, de ce qui était en train de se passer sur les marchés. Tout à l'heure, en début d'émission, David disait Bruno, c'est pas Bruno qui va me contredire, donc vous partagez la position? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on avait parlé rapidement des marchés là, il y a 15 jours, les marchés étaient plus porteurs. Aujourd'hui, on vient de connaître une correction importante, mais je crois que ce n'est pas tellement le sujet pour vos auditeurs et vos auditrices. Je crois qu'aujourd'hui, et ça a été un petit peu l'enjeu de Ginger quand nous avons créé Ginger il y a une dizaine d'années maintenant, c'est de se dire on est face à un marché qui peut paraître de moins en moins cohérent ou de plus en plus irrationnel. Ça dépend comment on prend les choses. Je crois que pour peu d'auditeurs, d'auditrices, même pour peu d'investisseurs, penser que le marché aurait pu rebondir de 40% depuis le mois de mars, alors qu'on prédit la plus grande crise économique jamais connue, c'est quelque chose qui était peu intuitif, en tout cas qu'on ne pouvait pas vraiment prédire. Et nous, notre approche chez Ginger, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est face à un marché qui, de plus en plus, peut être pollué, aussi bien de façon positive que négative, par des acteurs externes. Et chez Ginger, ce qui est important pour nous, c'est d'être cohérent, c'est de donner un sens aux choses et aux éléments. Donc, par exemple, on aurait fait cette même émission de radio il y a 10 ans ensemble. Vous m'aurez demandé quelles sont mes anticipations économiques, quelle est ma conviction pour la croissance, pour la conjoncture ou autre. Aujourd'hui, ça n'est plus vraiment un driver réel pour l'économie, en tout cas pour vos auditeurs et auditrices. Ce qui est important, c'est de dire est-ce qu'il y a un risque ou pas dans le marché pour les prochaines semaines. Et chez Ginger, l'ambition que l'on a depuis le début, c'est de dissocier la peur des risques. Tout à l'heure, David a parlé de différents types de risques qui peuvent dans le marché actuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un verre qui est à moitié plein, à moitié vide. Quand le marché monte, les gens le voient à moitié plein. Et puis quand le marché baisse, ils le voient à moitié vide. Mais ça reste le même verre d'eau. Et donc, nous, on dit aujourd'hui, ce qui est important pour vos clients, ce qui est important pour les investisseurs au sens large, c'est de bien dissocier la peur du risque. Et pour nous, ça va paraître surprenant, mais ce qui se passe depuis le mois de février est encore au stade de peur. Et là où c'est très, très complexe pour les économistes, peut-être pour le souhaite ou pour d'autres, ce qui est très compliqué, c'est qu'on assiste à des choses qui sont complètement inédites. Et je vais vous parler simplement pour que tout le monde puisse bien comprendre et appréhender ce qu'il se passe. Quand on était en février, au début de la pandémie en Europe, ou au mois de mars, au début du confinement en Europe, c'est le 18 mars, donc le lendemain du confinement en Europe, que le marché s'est mis à rebondir. Est-ce que quelqu'un pourrait intuitivement appréhender et comprendre que le premier jour du confinement, c'est le début de la remontée des marchés? Eh bien, pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la première fois où on fait face à une crise économique, où on savait que la crise économique serait là avant qu'elle soit là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, au mois de mars, en organisant un confinement généralisé dans le monde entier, on a dit la crise économique va arriver. Et c'est normal puisqu'on l'a organisé et on savait pourquoi. Et donc, ça n'est pas pareil en termes d'anticipation et d'appréhension de l'économie de savoir qu'une crise arrive. Moi, je ne suis pas économiste, mais ce que je sais, c'est que bien souvent, les crises qui sont arrivées, on les a connues au moment où on était dedans. Là, cette fois-ci, c'est un peu différent. On a une crise économique qui était organisée en amont
Et donc, vous avez tous les États qui ont mis des plans de relance et des plans de soutien colossaux, des centaines, des milliers de milliards de dollars et d'euros dans l'économie, avec finalement un impact, je dirais pas immédiat, mais quasi, où on se rend compte que la conjoncture économique tient mieux que prévu. Et d'ailleurs, c'était tout notre enjeu à nous de dire en février, si les plans de relance et les plans de soutien sont présents, ce qui s'est passé, on aura probablement des reprises très rapides. Alors aujourd'hui, les questions, quelles sont-elles? C'est de se dire, est-ce qu'on est face à une seconde vague? La réponse est, c'est indéniablement probablement oui. La seconde réponse, c'est face à la seconde vague, est-ce qu'on va appliquer les mêmes recettes que face à la première? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, c'est une réponse un petit peu qui ne vous a pas beaucoup vous avancer et vous aider, mais en fait, ce qui se passe, c'est que en mars, on n'était pas préparé à cette crise. On n'était pas préparé dans les hôpitaux, on n'était pas préparé en termes de matériel, on n'était pas préparé en termes de formation. Aujourd'hui, les données sont encore incomplètes, mais elles sont beaucoup plus pointues que ce qu'on avait au mois de mars. Aujourd'hui, les hôpitaux sont mieux organisés, on a des masques. Alors, ça paraît complètement fou parce qu'en mars, il y avait un grand débat de dire on n'a pas de masque, comment on va faire, c'est un scandale. Et aujourd'hui, on met des lois pour les obliger ou pour obliger les porter. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ça reste très français. Néanmoins, avec les masques, on se rend compte qu'on protège beaucoup plus que sans. Alors, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voyait à l'école, quand on voyait dans les lieux clos, bien sûr qu'on savait très bien qu'en déconfinant, les cas allaient augmenter. C'est complètement logique. Après, la question est de savoir, c'est est-ce qu'on peut le gérer ou est-ce qu'on va commencer à reconfiner partiellement, ce qui est possible. Mais partiellement, ça veut dire aussi qu'on n'est pas là à figer l'économie et à arrêter toute l'économie. Donc aujourd'hui, nous, on dit on veut dissocier la peur du risque et on dit pour l'instant, nous sommes encore dans un phénomène de peur. En revanche, sur les marchés, et c'est pour ça que David disait ça, c'est que nous, on était déjà, entre guillemets, ce qu'on appelle très valeur value. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les valeurs qui sont cycliques ou financières à la fin de l'année dernière. Et ce n'était pas une bonne idée d'avoir ça avant une pandémie. Bon, on n'a pas anticipé la pandémie, je crois que personne ne l'a fait. En revanche, on a réfléchi en mars et on s'est dit, est-ce que le portefeuille qu'on avait face à nous de valeurs cycliques, qu'est-ce que c'est qu'une valeur cyclique? C'est du Saint-Gobain, c'est du Airbus, c'est du Michelin, du Schneider, ou financière, Société Générale, BNP. Est-ce que c'est ce qu'il faut avoir pour les prochains mois? Et là, la réponse est encore oui, parce que dans un cas de plan de relance important après des plans de soutien colossaux, les valeurs qui en profiteront le plus, pour nous, ce n'est pas LVMH ou L'Oréal, mais c'est plus un Saint-Gobain dans la construction, un Arcelor dans la sidérurgie, voire des banques. Pourquoi les banques? Parce que je sais que c'est un gros mot, mais il y a encore une dizaine d'années, je crois que tous les économistes de la Terre expliquaient que l'inflation allait exploser face aux différents quantitative easing. Bon, mais finalement, il n'y a toujours pas d'inflation. Et il est vrai que si on se met à relocaliser très fortement beaucoup d'appareils de production en Europe, ça implique des hausses des coûts pour les objets, peut-être probablement des hausses de salaire et donc probablement un peu plus d'inflation à court moyen terme. On maîtrisera les taux courts par rapport à l'endettement, mais il n'est pas improbable de voir les taux longs monter un petit peu. Et ça aidera les financières. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est impossible de dire quel va être l'avenir de cette pandémie, les éléments ou autres. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a des exagérations dans certaines phases de marché. Par exemple, si on a peur de l'endettement, qu'on a peur de tout ce qui se passe, c'est quand même assez dur d'acheter des taux italiens à 0,8 ou 0,9. Par exemple, quand on voit ce qui se passe sur Tesla ou Apple aux États-Unis, on arrive à des aberrations qui sont mais complètement dingues. C'est-à-dire que, et ça, c'est toute la visibilité, la croissance. Hein. Un Tesla aujourd'hui capitalise plus que toutes les structures automobiles au monde. Bon, pour vous donner une idée, Volkswagen a vendu plus de véhicules électriques cette année que Tesla. Donc, on arrive à des exagérations complètement folles. Apple, là aussi, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on ça puisse valoir plus de 2500 milliards, c'est-à-dire en fait les valeurs du CAC 40. Ça vous donne un peu une idée. Les volumes sur Apple en quotidien sont les volumes sur le CAC en une semaine. Donc, en fait, il y a des exagérations et on considère que sur la value et sur les valeurs, donc tout ce qui est cyclique, tout ce qui est financier, les décotes sont encore très, très importantes. Et je veux dire, une valeur comme Saint-Gobain dans la construction, quand vous voyez, quand on va refaire les hôpitaux, on va refaire beaucoup d'infrastructures, on va refaire pas mal de choses dans les villes, ça, c'est des carnets de commandes avec une grande visibilité pour Saint-Gobain et c'est plutôt porteur pour la structure. Et je crois qu'aujourd'hui, on était bien sur un cycle économique qui était assez solide. On assiste à des choses où les prix ne veulent plus rien dire. Je vous rappelle comme à nos auditeurs qu'on a eu un pétrole qui valait moins 40 $ au mois d'avril. Alors, c'est des phénomènes techniques, mais c'est quand même moins 40 $. Donc, ça aurait été bien ça, en termes financiers, on peut pricer zéro. Un truc qui vaut zéro, tout le monde peut comprendre. Quelque chose qui vaut moins 40, c'est quand même déjà beaucoup plus difficile. On vous donne 40 et vous voulez en prendre un. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Mais toujours est-il qu'on a eu beaucoup d'aberrations. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de faire des anticipations économiques. Parce qu'aujourd'hui,
on a un marché qui est un peu décorrélé de tout ça. Donc, il y a des craintes, évidemment. Il y a des zones d'ombre. Hein. Je veux dire, la réélection ou pas de M. Trump, la politique de M. Biden s'il devait être élu, la politique au Moyen-Orient, la politique avec la Chine. Et puis, il y a des zones pour nous, Européens. Le Portugal en fait évidemment partie. On est très fiers de ça, d'être ensemble. Pour nous, Européens, et moi qui suis convaincu de ça et très heureux de ça, il s'est passé une chose exceptionnelle. Ça fait moi 10 ans que j'ai fondé Ginger et que j'ai plein d'économistes, de personnes connues, de M. Attali, en passant par beaucoup qui disent l'Europe va éclater. Et je crois que le fait de voter ensemble un endettement commun montre, un, qu'a priori, ce n'est pas pour tout de suite, que deux, après la Grèce, après la sortie des Anglais, finalement, on a réussi à se mettre d'accord au niveau européen et donc ça ouvre la porte à beaucoup de fusions bancaires entre banques européennes, ce qui aurait été peut-être plus difficile par le passé. Et quelque part, au-delà de ça, je pense qu'en découle une politique un peu différente. On l'a vu d'ailleurs que pour une fois, les Européens ont plutôt tenu tête avec la Chine. Un diplomate chinois est venu il y a encore 15 jours et je pense qu'il a été content du voyage. Donc quelque part, ça montre qu'on est capable maintenant d'afficher une politique plus cohérente et plus sûre. Et ça, on le sent auprès des Américains qui commencent à regarder l'Europe d'un autre regard et qui se disent peut-être que maintenant, on peut réinvestir sur l'Europe. Et c'est très rare, hein, mais vous avez tous les brokers américains, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, tous les qui commencent à passer à l'achat sur la value européenne, ce qui n'est quasiment jamais arrivé. J'espère que ça va continuer. Voilà. J'espère pour vous que ça va continuer. J'espère pour nous que ça va continuer. Beaucoup de sujets que vous avez amenés, Bruno. Vous me permettez d'introduire Marc Toiti. On va lui demander un peu de réagir sur tous ces sujets, sur toutes ces convictions. Marc est probablement aussi européen que vous. Est-ce qu'il croit autant dans l'Europe? C'est un des chapitres de son livre. Donc, Bruno, merci beaucoup. À très plaisir, merci Bernard. Pour la prochaine émission, mais on vous reverra et on apprécie beaucoup de vous écouter. Au revoir. Merci de votre confiance, Bernard. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Tout va très bien. Écoutez, justement, le livre que tu évoquais, donc Reset, était numéro 1 des ventes des essais économiques sur Amazon. Donc voilà, tout va bien. Bon, ça renforce les GAFAM. Je voulais vous interroger sur le livre. Je l'ai lu. D'abord, bravo. Oui. Bravo. Merci. Il est bien écrit. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais ça, c'est pas grave. Par contre, il y a un chapitre que j'ai lu et sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez parce que je pense que c'est un chapitre qui nous intéresse à plus d'un titre et qui va intéresser tous nos auditeurs. Donc, c'est le chapitre 10. Vous le connaissez, le chapitre 10? Oui, j'ai le livre là, donc forcément, il est là. Doit-on craindre le retour de la forte inflation? Parce qu'il y a quand même 34 chapitres, donc on n'est pas économiste. Hein, voilà, là, le 10, effectivement. Parce qu'en fait, cette question, elle m'a interpellé. Doit-on craindre le retour de la forte inflation? Alors, en fait, non. La réponse est non. Parce qu'en fait, bon, ça fait partie, le livre est divisé en 6 épisodes. Donc, ça, c'est le 2e épisode. Quel nouveau monde pour demain? Et donc, c'est vrai que la grande interrogation, c'est de se dire, certains appellent la démondialisation. Moi, je pense qu'il ne faut pas supprimer la mondialisation. Il faut l'améliorer, bien entendu, notamment vis-à-vis de la Chine, en lui imposant certaines règles claires d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue social, voilà, pour avoir une meilleure mondialisation, moins débridée, entre guillemets. Et ensuite, évidemment, il y a tout l'enjeu de relocalisation. Donc là, c'est vrai que c'est un grand enjeu. On se dit, si jamais on relocalise, à ce moment-là, si on part des pays à bas coût vers des pays où les coûts sont plus élevés, notamment nos pays, les pays développés, alors évidemment, ça va générer un peu plus d'inflation. Ça, c'est mécanique, j'ai envie de dire. Donc, on se dit, bah oui, il va y avoir de l'inflation. Plus ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire la planche à billets qui est énorme. On l'a vu la semaine dernière. Les banques centrales, j'ai fait un article dernièrement, justement, j'en parle aussi dans le livre, elles sont au bout du rouleau, c'est-à-dire elles ne savent plus quoi faire. Elles se disent aujourd'hui, bah oui, mais on met la planche à billets. Je vous rappelle les chiffres. Hein. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà commencé en 2008-2009, où effectivement, on avait, vous êtes là? Oui, voilà, on avait une planche à billets aux États-Unis, 4 000 milliards de dollars après la crise de 2009. Ensuite, en 2015, dans la zone euro, un petit peu trop tard, mais on a quand même fait 3 000 milliards d'euros de planche à billets, donc avant le Covid-19, bien entendu. Donc là, maintenant, le Covid-19 arrive. C'est évidemment grave, très grave. Il faut éteindre l'incendie. Et là, les banques centrales, alors là, on y va, on lâche de nouveau et on ne sait pas combien on va lâcher. Donc, je rappelle le principe de la planche à billets. C'est-à-dire simplement, normalement, pour avoir le droit de créer de la monnaie, une banque centrale, elle doit avoir au préalable ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Alors, il y en a 3. Il y a l'or, les devises et les titres.
de titres, c'est souvent les obligations d'État. Donc, normalement, la création monétaire normale, la Banque centrale doit avoir ça à son actif, donc dans son bilan, à l'actif de son bilan, et ensuite, elle peut créer donc à son passif ce qu'on appelle la monnaie, tout simplement. C'est ça la création monétaire, hein, on l'oublie souvent, mais normalement, il doit y avoir une correspondance entre la création monétaire et la création de richesse. Sinon, effectivement, c'est le danger, comme vous l'avez bien dit, Bernard, le danger, c'est qu'il y a il y a trop de monnaie par rapport à la réalité économique, eh bien, il y a de l'inflation. Donc, l'inflation flambe. Et alors, c'est vrai que normalement, on a déjà fait la planche à billets en 2008-2009, donc on devrait avoir une inflation forte. Là, on continue de le faire, donc l'inflation devrait revenir. Donc, c'est vrai que c'est une grosse interrogation. D'un côté, on va peut-être relocaliser, donc c'est-à-dire les prix vont augmenter. De l'autre, il va avoir donc cette planche à billets qui va forcément créer de l'inflation tôt ou tard. Et donc, on a cette crainte d'hyperinflation. Moi, je n'y crois pas non plus, pour plusieurs raisons que j'évoque dans le livre, mais je vais rappeler certaines. C'est que déjà, il y a un degré concurrentiel très fort. Ça veut dire que même si on a envie d'augmenter les prix, on ne peut pas le faire, parce que si jamais on augmente les prix, à ce moment-là, on va perdre des parts de marché. Donc ce degré concurrentiel au niveau mondial fait que ça limitera l'inflation. Deuxième élément important, quand il y a de l'inflation, souvent il y a de l'inflation par la demande. Alors là, on voit bien, il n'y a pas beaucoup de demande, il y a même une récession, donc il n'y aura pas ce risque d'inflation par la demande. Donc, ce qui fait que ça va limiter l'inflation. Mais surtout, je pense que l'inflation n'est pas le danger. Et c'est en cela qu'aujourd'hui même, il y a énormément d'inflation, mais on ne la voit pas. Parce qu'en fait, il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation qu'on connaît, c'est-à-dire l'inflation des prix à la consommation. Donc là, effectivement, elle est très faible. Par contre, il y a aussi une autre inflation qui est l'inflation des prix des actifs. Et notamment les prix, je dirais, des marchés boursiers, des marchés obligataires, de l'immobilier. Donc là, il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là le drame des banques centrales. Elles ont fait de la planche à billets. Donc normalement, ça aurait dû créer de l'inflation par la demande, parce qu'il y avait trop de demandes. Mais en fait, non. Ça crée de l'inflation des actifs sur la bourse, sur l'immobilier, sur les marchés obligataires. Donc c'est ce qui fait qu'on ne voit pas l'inflation, mais elle est quand même là. Donc tout le travail des banques centrales, c'est de se dire comment on va faire pour déplacer l'inflation et la ramener vers la réalité, c'est-à-dire la demande, les prix à la consommation, parce que ne l'oublions jamais, l'inflation n'est pas le plus grand des dangers économiques. Le plus grand des maux économiques, un mot MAUX évidemment, ce n'est pas l'inflation, c'est la déflation. Ça, c'est bien plus grave que l'inflation. Et donc, c'est pourquoi, moi, je dis, dans cette sortie de crise, il faut justement un petit peu d'inflation. Une inflation à 2, 3, voire 4% maximum, vous voyez, ça va créer une dynamique de demande. Ça veut dire, on va dire, oh là, comme les prix augmentent, je ne vais pas tarder à consommer. Donc, finalement, on va alimenter une certaine dynamique économique. Donc, l'inflation n'est pas le danger absolu. Il faut même un petit peu d'inflation. Le grand danger, c'est qu'effectivement, si jamais on n'arrive pas à contrôler cette inflation et qu'ensuite, il y a des dérapages, comme on a eu dans les années 20 en Allemagne, parce que c'était le même principe à la base. C'était la planche à billets de la Banque centrale allemande de l'époque. Et puis ensuite, ça s'est évidemment effondré. On a eu une hyperinflation, comme dans beaucoup de pays également plus dernièrement. Donc voilà, c'est ça le danger. Donc je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y aura d'hyperinflation. Mais c'est vrai que ça va être un grand challenge des années à venir, d'avoir une inflation qui soit autour des 2 à 3%, et donc ce qui permettrait de dynamiser l'économie, mais sans avoir non plus une trop forte inflation qui viendrait casser le pouvoir d'achat, donc qui viendrait casser la croissance. Merci pour cette réponse. Il y a un deuxième sujet sur lequel je voulais vous entendre, un sujet qui est vraiment transversal et qui va intéresser tous nos auditeurs. J'ai lu une de vos chroniques où vous sembliez être persuadé que l'immobilier allait baisser. Ouais. Ouais. Ouais, alors il faut répondre là. Il va baisser, il ne va pas baisser. Alors bon, l'immobilier, c'est très simple. Alors c'est vrai qu'on m'en veut, parce qu'en fait, on me dit, oui, mais attention, tu dis qu'il y a une bulle, mais il n'y a pas de bulle. Il y a plusieurs types de bulles. Alors déjà, une bulle, c'est quoi? Une bulle, c'est simplement lorsque la valeur financière des actifs dépasse de loin, c'est-à-dire il y a un écart cumulatif et auto-entretenu entre la valeur financière de l'actif et la valeur réelle. Donc tout le problème est de savoir c'est quoi la valeur réelle de l'immobilier. Donc aujourd'hui, on vous dit, bah oui, par exemple, que les prix augmentent, c'est pas grave, s'ils augmentent à l'aune de la valeur réelle de l'actif. Voyez. Donc, par exemple, on sait très bien que d'un point de vue sur la bourse, quand les PER, les price earning ratio, s'envolent, c'est qu'effectivement, il y a une bulle, c'est-à-dire qu'on va trop loin par rapport à la réalité économique. Sur l'immobilier, c'est plus compliqué parce que déjà, il n'y a pas un marché de l'immobilier. Il y a plein de petits marchés immobiliers un petit peu partout dans le monde, et notamment également en France, dans toutes les régions. Et donc, c'est vrai que j'avais visualisé cet écart, d'abord avec le PIB. C'est-à-dire que quand on compare, alors c'est dans le livre, je suis désolé de faire de la pub, mais c'est aussi j'ai fait une chronique sur capital.fr, vous pouvez la regarder, il y a des graphiques, ou sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'on a cet écart entre d'un côté la valeur
donc financière de l'immobilier qui flambe, hein, on est d'accord. Et à côté de ça, le PIB en valeur qui ne suit pas. Même là, c'est même pire parce qu'il est en train de baisser avec le Covid. Ça, c'est un premier indicateur qui montre qu'il y a une bulle. Deuxième indicateur, c'est par rapport aux revenus des ménages. Là-dessus, c'est très intéressant. Il y a donc un graphique que j'ai refait d'ailleurs depuis les années 60 qui montre justement, qui rapporte le prix des logements par rapport aux revenus des ménages. Donc, en fait, pour faire simple, sans entrer dans la technique, le niveau normal, c'est 1,1. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, le niveau normal entre les deux grandeurs, les prix des logements et le revenu des ménages, est un écart de 1,1 historiquement. Là, aujourd'hui, on est à 1,7. C'est-à-dire que, évidemment, on est un petit peu élevé. Mais ça, c'est le niveau national. Et je rappellerai que j'avais donc identifié cette bulle en 2007. Donc, vous voyez, je suis tout à fait transparent. J'avais dit, attention, 2006-2007, il y a cet écart qui devient trop important. Et ensuite, on se souvient, en 2008-2009, les prix effectivement ont baissé. Puis, c'est reparti à la hausse. Mais si on regarde à l'ensemble du niveau national de la France, ce niveau de 1,7, on avait 1,8 en fait en 2007. Maintenant, on a 1,7. Donc, ça a un petit peu baissé finalement. Donc, au niveau national, ça, on ne le sait pas, parce que souvent, on regarde du côté parisien ou du côté de certaines grandes villes. Au niveau national, les prix ont même un petit peu baissé. Par contre, là où la bulle s'est enflammée, entre guillemets, c'est dans les grandes villes, notamment Paris. Donc là, si je regarde Paris intramuros, vous avez un indicateur, donc je vous rappelle, le niveau normal, c'est 1,1. À Paris, c'est 2,7. Vous voyez, pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la bulle. À Lyon, ville comme Lyon, là c'est encore pire, c'est le sommet de la bulle, c'est 2,9 contre un niveau normal de 1,1. Vous voyez, donc voilà, ça c'est des indicateurs tout à fait logiques, tout à fait normaux. Je ne les ai pas sortis d'un chapeau, ils existent. Donc après, si on ne veut pas les voir, on ne les voit pas. En tout cas, ça prouve qu'on a un écart entre la valeur financière de l'immobilier et la valeur réelle. Donc il y a un ajustement qui doit se faire. Alors bien sûr, comme on dit en bourse, il y aura du stock picking à faire. Ça veut dire qu'il y aura des villes ou des quartiers où ça va rester cher, d'autres où ça va évidemment s'ajuster. Mais je détaille un petit peu l'offre et la demande, si vous voulez. Et quand on voit les tenants de l'offre et les tenants de la demande, c'est clair que dans les mois et les années à venir, parce que ce n'est pas juste le Covid, ça va durer de façon assez longue, l'offre va avoir tendance à augmenter, alors que la demande de logement va avoir tendance à baisser. Donc si l'offre augmente et que la demande baisse, c'est la règle de base de l'économie, les prix ont tendance à baisser. J'ai juste donné un chiffre très simple par rapport à l'offre, par rapport à justement la mortalité, parce qu'on ne parle que de ça en ce moment. Alors c'est vrai que malheureusement, la mort, ça fait partie de la vie. Alors on se fait peur, mais il faut savoir qu'en France, depuis 10 ans en moyenne, il y a 570 000 morts par an. Voilà, c'est la France, c'est comme ça, de maladies ou de morts directes, etc. Souvent, d'ailleurs, c'est de vieillesse, heureusement d'ailleurs. Mais à partir justement des prochaines années, alors là, on a ce qu'on appelle le papy-boom. Ça veut dire tous les enfants du baby-boom, donc l'après-guerre, qui étaient très nombreux, maintenant, ils s'en vont. Donc évidemment, ça va augmenter le nombre de décès. On va passer donc de 570 000 décès par an en moyenne, indépendamment du Covid, je précise. On va passer à peu près 630 ou 640 000 décès par an en France. Donc vous avez compris que quand les gens décèdent, évidemment, ils ont tendance à vendre, enfin leurs héritiers du moins, vendent les logements, donc ça augmente l'offre. Alors que du côté de la demande, comme il y a moins de croissance, il y a moins d'activité, mécaniquement, on le voit bien, on a tendance à limiter cette demande. Parallèlement, comme les prix sont élevés, ça devient trop cher. Et a fortiori, si les taux d'intérêt, bon là ils sont extrêmement bas, mais si les banques qui ont un coût du risque qui augmente commencent à augmenter leurs conditions de crédit, à resserrer leurs conditions de crédit, alors là aussi, la demande va baisser, l'offre va monter. Voilà, c'est la règle. Voilà, je ne dis pas plus que ça. C'est la règle de base de l'économie, l'offre et la demande. Et juste un dernier point, n'ayons pas peur des dégonflements de bulles. C'est normal. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand les bulles gonflent, justement. Quand elles se dégonflent, je me dis, ouf, on revient vers un niveau normal. L'immobilier, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui ne peuvent pas accéder à la propriété parce que c'est trop cher. Et quand je dis des jeunes, il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs. Mais ce qui veut dire que si les prix baissent un petit peu, vous allez resolvabiliser la demande. C'est-à-dire que vous allez avoir des ménages qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à la propriété, qui vont pouvoir le faire demain. Donc ça va créer là aussi une dynamique de demande de logement, et donc ça pourrait être tout à fait positif. Donc un dégonflement de bulles n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire quelque chose de positif qui reconnecte les prix à la réalité économique. Merci beaucoup. Avec plaisir. plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais vous terminez votre intervention à 20h00. Oh là là, magnifique. On ne peut pas faire mieux.
Voilà. C'est pour nous le moment de vous dire merci à tous, au revoir à tous, de vous dire à très bientôt. Dans 15 jours, notre prochaine émission, donc ce sera déjà le mois d'octobre. Et ainsi va la vie, on continue, nos invités seront tous là. Merci, bye bye, au revoir. La French Radio, Portugal.